Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un se retire même lorsqu'il vous aime profondément? Pourquoi l'amour se manifeste-t-il parfois par le silence? Selon Carl Jung, la plus grande erreur est de croire que l'amour doit toujours être visible, bruyant et manifeste. En réalité, certaines personnes n'osent pas exprimer leur amour. Elles se retirent, et cela ne signifie pas forcément qu'elles ont renoncé. Au contraire, cela révèle qu'un conflit bien plus profond est à l'œuvre en elles. D'après Carl Jung, on ne vit pas simplement ce qui nous arrive, on vit ce qui nous arrive et son impact sur notre monde intérieur. C'est précisément pourquoi les ruptures les plus graves surviennent sur cette fine ligne où l'apparence et la réalité divergent. L'incertitude que vous ressentez en ce moment n'est pas qu'un simple changement de comportement, c'est le conflit silencieux entre la tentative de votre esprit de donner un sens à la situation et l'intuition de votre cœur. La diminution des messages, l'éloignement croissant, le manque de regard familier, l'esprit a immédiatement tendance à regrouper ces éléments sous une seule étiquette. Sentiment d'inutilité, d'abandon, de ne pas être aimé. Jung affirme que c'est là que l'on se trompe le plus facilement. Parce que la conscience ne peut se résoudre au vide, elle exige explication, clarté, maîtrise. Lorsqu'elle ne peut maîtriser, elle crée des scénarios. Et nombre de ces scénarios sont alimentés par des blessures passées. Un moi blessé par le passé interprète le silence présent non pas à travers le prisme de la réalité présente, mais à travers celui de vieilles souffrances. C'est là que se creuse la brèche entre l'apparence et la réalité. Il apparaît que l'autre personne s'est retirée, mais la réalité est souvent bien plus complexe. Selon Jung, certaines personnes, confrontées à l'amour, n'avancent pas. Elles se replient sur elles-mêmes, car l'amour menace le personnage qu'elles ont construit au fil des ans. L'image forte, distante et autoritaire commence à se fissurer sous l'effet de l'intimité émotionnelle. Cette fissure divise la personne en deux. Une partie aspire à la connexion, tandis que l'autre se retient pour éviter d'être blessée. De l'extérieur, cela ressemble à un refroidissement. À l'intérieur, cependant, règne une tension intérieure intense. Jung insiste particulièrement sur ce point. On ne peut offrir une intimité saine à autrui sans résoudre son propre conflit intérieur. Par conséquent, certains retraits ne sont pas dus à un manque d'amour. Au contraire, elles naissent de la peur que l'amour éveille. À ce stade, vous ne voyez que le comportement. Or, ce comportement n'est qu'une infime partie d'un processus intérieur qui se manifeste. Si vous ne percevez pas cette différence, vous réagirez immédiatement. Soit vous tenterez d'obtenir des éclaircissements en vous rapprochant, soit vous vous retirez avec orgueil et romprez tout lien. Selon Jung, ces deux extrêmes proviennent de la même source, l'intolérance à l'inconnu. Cependant, cette première fissure, si elle est bien interprétée, n'est pas une rupture, mais le signe d'une lutte intérieure. La personne en face de vous lutte peut être non pas contre vous, mais contre sa propre part d'ombre. Cette part d'ombre peut être la peur de l'abandon, un sentiment d'inadéquation ou la trace d'une perte passée. Lorsque vous interprétez ce processus uniquement comme vous concernant, vous passez à côté d'une grande partie de la vérité. C'est là qu'intervient l'enseignement de Jung. Ne jugez pas sans comprendre. Distinguez l'apparence de la réalité, car toute distance n'est pas un renoncement. Certaines distances sont une pause intérieure pour éviter de se perdre. Un esprit incapable d'interpréter correctement cette pause nuit avant tout à sa propre paix intérieure. À ce stade, une autre vérité que Jung souligne particulièrement entre en jeu. Les individus prennent des décisions hâtives face à des situations qu'ils ne comprennent pas, car l'incertitude apparaît comme une menace pour l'esprit. En l'absence de clarté, une personne commence soit à se blâmer, soit à juger l'autre. Cette pression intérieure traduit un désir de mettre fin de force à un processus inachevé. Or, certains processus nécessitent d'être vécus avant d'être expliqués. Il existe des choses inexplicables. Elles prennent forme dans l'émotion avant même d'être exprimées par les mots. L'erreur la plus grave consiste ici à interpréter le retrait comme un message. Selon Jung, tout comportement n'est pas porteur d'un message conscient. Certains retraits sont défensifs, d'autres constituent une tentative de régulation interne. Parfois, sous l'effet d'émotions intenses, une personne crée une distance pour gérer l'intimité. Non pas qu'elle dévalorise l'autre, mais pour apaiser son propre trouble intérieur. Lorsque cette distinction n'est pas perçue, les malentendus se multiplient en chaîne. C'est pourquoi Jung affirme que le premier réflexe dans une relation devrait être de s'arrêter et d'observer. Chercher à comprendre avant de réagir témoigne du respect porté à la démarche de l'autre et à son propre équilibre intérieur. Celui qui perçoit le mouvement intérieur derrière les comportements visibles ne s'effondre pas immédiatement, car il sait que tout silence n'est pas une rupture,
Certains silences constituent des espaces intérieurs profonds où l'on se ressource. Le concept de persona de Carl Jung décrit l'image qu'une personne présente au monde, une image de force, de maîtrise et de capacité à gérer ses émotions. Utile en société, elle instaure l'ordre et rend la personne acceptable. Cependant, selon Jung, le problème ne réside pas dans l'existence de la persona, mais dans l'identification à celle-ci. Lorsqu'une personne commence à confondre son masque avec son véritable moi, ses émotions authentiques deviennent une menace. L'amour est le principal déclencheur de cette menace, car il rend vulnérable. La proximité mine le sentiment de contrôle. C'est précisément à ce moment que certaines personnes, au lieu de se rapprocher, renforcent leur persona. Elles deviennent plus distantes, paraissent plus froides et se confient moins. De l'extérieur, cela est perçu comme un repli sur soi. Mais intérieurement, un processus tout autre est à l'œuvre. Selon Jung, cette situation survient non pas par absence d'amour, mais lorsque l'amour est ressenti avec une intensité excessive. La persona devient un bouclier qui se déploie pour gérer cette intensité émotionnelle. Lorsqu'une personne craint de se perdre, elle se cache derrière son masque. Ce repli sur soi n'est pas une stratégie consciente. Souvent, la personne elle-même ne comprend pas pleinement les raisons de son comportement. Elle a simplement le sentiment que s'il s'approche, il risque de s'effondrer. La distance lui paraît donc rassurante. Ces masques portés en secret sont souvent imprégnés de thèmes liés au pouvoir, à l'indépendance et à l'indifférence. Jung souligne que les masques les plus rigides dissimulent les personnalités les plus fragiles. Si quelqu'un semble froid, indifférent ou inaccessible, cela ne signifie pas nécessairement qu'il manque d'amour. Parfois, il s'agit d'une tentative de préserver un équilibre intérieur. Le personnage joue ici un rôle crucial. Il refoule les émotions, protège les apparences et empêche l'expression du conflit intérieur. Mais comme tout ce qui est refoulé, l'amour ne disparaît pas. Il se réfugie simplement dans l'inconscient. Selon Jung, les émotions enfouies dans l'inconscient modifient le ton du comportement. Les messages se font plus courts, les contacts diminuent, mais le lien n'est pas complètement rompu. La personne est donc à la fois présente et absente, proche et distante, intéressée mais inexprimée. C'est là que l'apparence et la réalité divergent à nouveau. On observe le comportement, on lit le masque. Mais si vous ne percevez pas la tension intérieure sous le masque, vous interprétez mal la situation. Jung affirme que la plus grande erreur dans les relations est de se focaliser sur le personnage. Car le personnage est un mécanisme de défense, non l'essence. L'amour provient de l'essence, non du masque. Par conséquent, lorsqu'une personne se voile la face, il est inutile de lutter contre elle. La forcer, poser davantage de questions, exiger plus d'explications ne fait que renforcer le personnage. Plus la pression sur le masque augmente, plus le repli sur soi s'accentue. Selon Jung, l'important n'est pas d'essayer d'enlever ce masque, mais de comprendre pourquoi il est là. Car chaque masque porté face à l'amour porte la marque d'une blessure passée. Et sans voir cette marque, les comportements ne peuvent être correctement interprétés. À ce stade, une autre dimension soulignée par Jung entre en jeu. Le personnage n'est pas seulement un visage présenté aux autres, mais aussi l'histoire que l'on se raconte. Une personne peut même nier ses sentiments pour protéger l'identité qu'elle appelle « voilà qui je suis ». Lorsque l'amour perturbe ce schéma relationnel, la personne perçoit une menace intérieure et se réfugie davantage dans le rôle qu'elle s'est forgé. C'est pourquoi certaines personnes s'endurcissent sous l'effet de l'amour et se distancient à mesure que leurs sentiments s'éclaircissent. À mesure que le personnage se renforce, les émotions semblent plus contrôlées et mesurées. Mais selon Jung, ce contrôle n'est pas un véritable équilibre. Il s'agit d'une tension refoulée. Malgré une forte attirance intérieure, le calme et la distance sont affichés extérieurement. Cette contradiction engendre des signaux confus dans la relation. La raison profonde de cette alternance de proximité et de distance réside dans cette division intérieure. Si le masque est si puissant, c'est grâce aux mécanismes de survie acquis par le passé. Blessé par l'expression ouverte de ses émotions, le moi se replie sur lui-même pour éviter de revivre cette situation. Selon Jung, le personnage est le fruit de traumatismes passés. Par conséquent, le masque porté aujourd'hui est davantage lié aux blessures d'hier qu'à la relation actuelle. Une fois cette prise de conscience effectuée, la perspective change. Au lieu de qualifier l'autre de froid ou d'indifférent, on commence à percevoir qu'il se trouve dans un état de défense interne. L'enseignement de Jung invite ici à la compassion, car derrière le masque se cache généralement un moi sensible qui cherche à se protéger. Sans percevoir cette sensibilité, le sens de la distance demeure incompréhensible. Le concept d'ombre de Carl Jung
désigne la somme de toutes les émotions qu'une personne refuse de voir en elle, qu'elle refoule et enfonce dans l'inconscient. Peur, faiblesse, honte, vulnérabilité et besoins insatisfaits s'y accumulent. Selon Jung, lorsqu'une personne ne reconnaît pas son ombre, elle ne l'élimine pas, elle la projette inconsciemment sur autrui. C'est précisément là que se crée l'une des dynamiques les plus complexes dans les relations. Le comportement distant, incohérent ou contradictoire de l'autre n'est pas toujours lié à vous. Parfois, vous devenez le reflet des émotions qu'il fuit. L'amour réveille l'ombre car aimer, c'est devenir vulnérable. La vulnérabilité fait remonter à la surface les peurs refoulées, la possibilité d'abandon, le sentiment d'inadéquation, la peur de la perte ou l'angoisse de perdre le contrôle. Ces émotions ne sont pas exprimées consciemment, elles s'insinuent plutôt dans les comportements. Selon Jung, l'ombre se manifeste principalement par la projection. La personne projette sur autrui l'émotion qu'elle ne peut accepter en elle-même. Ainsi, le conflit intérieur est temporairement apaisé. Dans cette situation, vous vous sentez visé, comme si vous aviez mal agi, comme s'il y avait une carence, comme si la faute vous incombait. Or, ce qui se passe, c'est que l'autre personne ne parvient pas à gérer ses propres zones d'ombre. Lorsque l'ombre n'est pas maîtrisée, la clarté est impossible dans une relation. Un jour, elle aspire à l'intimité. Le lendemain, elle se replie sur elle-même. Un instant, elle se rapproche. L'instant d'après, elle prend ses distances. Cette fluctuation épuise l'autre personne et la maintient dans un état d'anxiété constant. Jung affirme que la plus grande erreur que l'on puisse commettre à ce stade est de tout prendre personnellement, car celui qui travaille avec son ombre porte son propre fardeau et non celui d'autrui. Lorsque vous ne reconnaissez pas ce fardeau, vous commencez à vous remettre en question. Vous évaluez votre valeur, votre aptitude. Vous vous demandez si vous êtes aimé ou non. Ce questionnement brouille davantage encore la véritable dynamique de la relation. L'enseignement de Jung suggère de s'arrêter là et de prendre du recul pour observer. Observer au lieu de réagir permet de percevoir les traces de l'ombre. Il est nécessaire d'examiner les émotions qui accompagnent le comportement de l'autre. Froideur après l'intimité, silence après les compliments, évitement après un moment d'attachement. Ce sont des moments où l'ombre refait surface. Selon Jung, l'ombre aspire à être vue mais craint d'être exposée. C'est pourquoi elle emprunte des voies indirectes. Lorsque vous interprétez mal ces comportements, la relation se transforme en un rapport de force. Au lieu de comprendre, vous vous mettez sur la défensive. Or, une personne capable de se connecter à son ombre ne se place pas au centre de la situation. Elle discerne « ce qui m'est fait n'est pas la même chose que ce que je lui renvoie ». Cette distinction ouvre la porte à la liberté intérieure, car vous ne percevez plus toute distance comme un rejet. Vous comprenez que certaines distances sont l'expression extérieure d'un trouble intérieur. Selon Jung, lorsqu'une personne commence à reconnaître son ombre, elle est moins ébranlée dans ses relations, car elle sait que chacun porte en soi son inconscient. L'amour rend ses fardeaux visibles, et parfois le trouble que l'autre personne vous cause est la trace silencieuse d'un conflit qu'elle s'efforce de résoudre en elle-même. À ce stade, Jung souligne un autre point important. L'ombre n'est pas seulement composée de traits négatifs. Le besoin refoulé d'amour s'y trouve également. Lorsqu'une personne perçoit le désir d'aimer et d'être aimée comme une faiblesse, elle refoule ce besoin dans l'inconscient. Par conséquent, lorsque l'amour se manifeste, elle ne sait comment réagir. Elle souhaite s'approcher, mais ressent simultanément l'envie de fuir. Une personne incapable de se connecter à son ombre enverra des signaux incohérents dans une relation. Un instant, elle souhaite se connecter. L'instant d'après, elle se retire. Selon Jung, cette incohérence n'est pas un manque de caractère. Elle reflète un conflit intérieur à l'origine de son comportement. Ne sachant pas précisément pourquoi elle agit ainsi, elle ne parvient pas à définir une direction claire dans la relation. Cela crée une grande confusion chez l'autre personne. Celle-ci se demande constamment « Ai-je mal compris quelque chose ?» Jung met en garde contre ce risque, car la projection de l'ombre peut déconnecter l'autre personne de sa propre réalité intérieure. Lorsqu'une personne commence à porter le fardeau des émotions non résolues d'autrui, elle risque de perdre son propre équilibre. C'est pourquoi l'approche de Jung met l'accent sur la conscience des limites. Comprendre ne signifie pas s'approprier le fardeau. Reconnaître l'ombre ne signifie pas la présumer. On peut percevoir le conflit intérieur d'autrui, mais il est essentiel de préserver son propre équilibre. Cette conscience permet de transformer la confusion mêlée d'amour en un état plus sain. Selon Carl Jung, l'une des plus grandes erreurs de l'humanité est de croire qu'elle peut maîtriser l'incertitude. Cette erreur est d'autant plus répandue dans les relations, car lorsqu'un lien affectif se forme, l'esprit aspire à la clarté, à la sécurité
et à la certitude. Lorsque le comportement de l'autre personne change, que la distance augmente ou que les contacts diminuent, un profond malaise s'installe. Ce malaise provient souvent non pas d'une diminution des sentiments amoureux, mais d'un sentiment de perte de contrôle. Jung décrit cela comme l'illusion de contrôle. On se croit en sécurité tant qu'on pense maîtriser la situation. Lorsque ce contrôle est perdu, deux puissantes impulsions émergent: forcer les choses ou abandonner complètement. Les ruptures soudaines, les décisions radicales et les revirements brusques que l'on observe fréquemment dans les relations ne sont souvent pas dus à la fin de l'amour, mais à l'intolérance face à l'incertitude. Selon Jung, la tentation d'abandonner ne provient pas de la force, mais d'un sentiment d'impuissance. Lorsqu'une personne ne comprend pas le processus intérieur de l'autre, elle se sent démunie et, pour échapper à ce sentiment, met mentalement fin à la relation. Bien que cela puisse paraître une décision ferme à première vue, il s'agit fondamentalement d'un mécanisme de défense. En effet, rester dans l'incertitude implique un contact avec son propre monde intérieur. Il est plus facile de le contrôler, ou, lorsqu'on ne peut le contrôler, de se retirer complètement. C'est précisément le point que Jung souligne. On a tendance à ignorer ce que l'on ne peut contrôler. Abandonner est le moyen le plus rapide de l'ignorer. Mais cette impulsion ne reflète souvent pas la véritable dynamique de la relation. Le retrait de l'autre personne n'est peut-être pas une décision concernant votre valeur, mais l'esprit a tendance à l'interpréter ainsi, car cette interprétation apporte de la clarté. La clarté, même si elle est douloureuse, semble plus supportable que l'incertitude. Selon Jung, on peut endurer la douleur, mais on est contraint à l'incertitude. Par conséquent, soit on exige de la clarté en faisant pression sur l'autre personne, soit on se replie sur soi. Dans les deux cas, l'objectif est le même: retrouver l'illusion de la maîtrise. Mais cette maîtrise n'est qu'un soulagement illusoire. Elle ne résout pas le conflit intérieur, elle ne fait que le repousser. L'approche de Jung suggère une autre perspective à ce sujet. Au lieu de chercher à contrôler, observez le processus. Au lieu de réagir, soyez attentif. Au lieu d'abandonner, ne prenez pas de décision immédiate. Cette attitude n'est pas facile. Car lorsqu'une personne est intérieurement ébranlée, elle a envie d'agir. Le silence est difficile. L'attente est perçue comme une faiblesse. Mais selon Jung, c'est précisément là que se révèle la véritable résilience. Une personne qui parvient à maintenir son équilibre intérieur n'est pas influencée par le comportement de l'autre. Elle reconnaît l'envie d'abandonner, mais n'y cède pas. Cette différence libère la personne des réactions automatiques, car les décisions ne sont plus dictées par la peur, mais par la conscience. Lorsqu'on se libère de l'illusion du contrôle, la perspective sur la relation change également. Chaque distance n'est plus perçue comme une menace. Chaque silence n'est plus interprété comme un rejet. On apprend à ne pas confondre le processus intérieur de l'autre avec sa propre valeur. Selon Jung, une personne capable de faire cette distinction s'épuise moins dans la relation. Lorsque l'envie d'abandonner se manifeste, elle peut s'arrêter et se demander: cette décision est-elle motivée par l'amour ou par la peur de l'incertitude? La réponse à cette question transforme profondément le lien qu'une personne entretient avec elle-même et avec ses relations. Une autre vérité importante que Jung souligne à ce stade est que le besoin de contrôle est souvent alimenté par des expériences passées. Une personne ayant déjà vécu des relations inachevées, des pertes soudaines ou des adieux inexpliqués entre en état d'alerte face à une incertitude similaire. L'esprit prend des décisions hâtives pour éviter de revivre la même douleur. Ces décisions semblent protectrices, mais elles défendent souvent le passé et non le présent. L'envie d'abandonner est la manifestation comportementale de cette alerte. Face à la persistance de l'incertitude, l'individu ressent une tension intérieure et ferme mentalement la relation pour y mettre fin. Selon Jung, il ne s'agit pas d'une véritable rupture, mais d'une fuite refoulée. Car même si la décision semble évidente de l'extérieur, des questions restent sans réponse. Si ces questions ne sont pas résolues, le même cycle se répète dans différentes relations. C'est pourquoi Jung remplace les décisions hâtives par la conscience intérieure. Attendre n'est pas de la passivité, mais une attitude consciente. Lorsqu'une personne reconnaît son besoin de contrôle, elle commence à en percevoir l'origine. Cette prise de conscience permet de maîtriser la tentation d'abandonner. Ainsi, l'individu apprend à garder son calme même en situation d'incertitude. Selon Carl Jung, l'erreur la plus fréquente dans les relations est de confondre l'attente avec la passivité. Soit on est impatient de faire le premier pas, soit on se replie complètement sur soi et on se ferme émotionnellement. Jung soutient que ces deux attitudes proviennent d'une même source,
la peur de la désintégration intérieure. Pour beaucoup, attendre signifie endurer l'incertitude, ce qui est perçu comme une faiblesse. Or, l'attitude juste que préconise Jung n'est pas l'attente, mais le maintien de son intégrité. Maintenir son intégrité signifie préserver son équilibre intérieur face aux actions de l'autre. Cela signifie ne pas renoncer à soi-même par amour et ne pas remettre en question sa valeur intrinsèque lorsque la clarté tarde à venir. Selon Jung, on ne peut contrôler le processus d'autrui, mais on peut maintenir sa propre cohérence intérieure. C'est là qu'intervient le concept d'individuation. S'individuer, c'est ne pas se modeler en fonction des circonstances extérieures, ne pas perdre son centre. Lorsque l'autre se retire, que les messages se font plus rares ou que la distance s'installe, celui qui reste intègre ne cherche pas immédiatement à donner un sens à la situation. Il ne se dévalorise pas, ni ne s'exalte, il observe simplement. Jung définit cette attitude comme un indicateur fondamental de maturité spirituelle, car une personne qui demeure entière vit l'amour non comme un besoin, mais comme un partage. L'amour né du besoin engendre la dépendance. L'amour né de la plénitude porte la liberté. Par conséquent, selon Jung, la bonne attitude consiste à ne pas se laisser influencer par les actions de l'autre, mais à maintenir son propre rythme intérieur. Il ne s'agit ni de combler le vide en donnant davantage, ni de se replier complètement sur soi derrière un bouclier d'orgueil. Rester entier signifie ne pas se perdre tout en maintenant le contact. Cette attitude a un effet perceptible sur l'autre personne également, car il n'y a ni pression, ni exigence, ni manipulation. Jung affirme que c'est face à cette clarté silencieuse qu'une personne se confronte à elle-même le plus clairement. Lorsque l'autre personne constate que vous n'avez pas craqué, elle prend davantage conscience de son propre trouble intérieur. La plénitude est contagieuse. Une personne qui demeure intérieurement équilibrée ouvre un espace différent dans la relation. Cet espace n'est ni d'attente, ni de résignation. C'est un espace de pleine conscience. Selon Jung, cette attitude représente la plus grande valeur qu'une personne s'accorde. Car ici, elle déclare « Je n'existe pas en fonction de votre comportement. J'existe déjà. Je maintiens cet état d'être, que l'amour se manifeste ou que l'incertitude persiste. » À ce stade, la relation cesse d'être une lutte de pouvoir. Les questions telles que « Qui aime le plus ? Qui appelle le moins ? Qui se retire le plus ?» perdent leur sens. La question devient alors « Suis-je capable de maintenir le contact avec moi-même durant ce processus ?» Selon Jung, celui ou celle qui peut répondre « oui » à cette question ne ressentira aucune perte intérieure, quel que soit le dénouement, car il ou elle demeure entière. Et celui ou celle qui demeure entière ne se perd pas, même si la relation prend fin. Il ou elle ne se sacrifie pas non plus si la relation se poursuit. Cet équilibre constitue la forme de relation la plus saine que Jung décrit pour la psyché humaine. Jung insiste particulièrement sur le fait que cet état de plénitude ne doit pas être confondu avec la volonté de paraître forte, en apparence. Rester entière ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, il s'agit d'être conscient de ses émotions et de ne pas se laisser submerger. On ressent de la tristesse, de la curiosité, du désir, mais ces émotions ne définissent pas notre identité. Lorsque l'équilibre intérieur est préservé, les émotions vont et viennent. Accepter ce flux est le fondement de la résilience spirituelle. Cette attitude implique également de ne pas lier son estime de soi à une validation extérieure. Celui qui comprend que sa valeur ne diminue pas lorsque l'intérêt de l'autre diminue, ni n'augmente lorsque cet intérêt augmente, instaure une relation plus sereine. Selon Jung, cette sérénité n'est pas de l'indifférence, comme beaucoup le pensent, mais le reflet d'un profond respect de soi. Lorsqu'une personne se sent en accord avec elle-même, elle n'éprouve pas le besoin de le prouver aux autres. Elle ne prend pas de décision hâtive par peur de n'avoir rien à perdre. Elle ne supplie pas de rester, ni ne provoque de rupture dramatique. Jung décrit cette attitude comme l'atteinte d'une maturité, permettant d'accepter sa propre part d'ombre. Celui qui sait composer avec le vide intérieur ne transforme pas la relation en un moyen de le combler. C'est là que la relation est véritablement mise à l'épreuve. Lorsque la pression retombe, que les rôles s'assouplissent et que les attentes diminuent, l'essence même de chacun se révèle. Selon Jung, certains liens se renforcent dans cette ouverture, tandis que d'autres se dissolvent naturellement. Dans les deux cas, il n'y a pas de perte, car le véritable gain pour la personne dans son ensemble réside dans le fait que le lien avec elle-même n'a pas été rompu. Selon Carl Jung, le moment critique d'une relation survient lorsqu'une personne se trouve prise entre deux extrêmes,
soit abandonner complètement, soit rester en se sacrifiant. Bien que ces deux attitudes puissent paraître différentes de l'extérieur, elles ont la même origine. Toutes deux lient une valeur intérieure à un résultat extérieur. C'est précisément là que Jung met en garde. Abandonner est souvent présenté comme une preuve de force. Se protéger, défendre son orgueil, rompre la relation pour éviter de souffrir davantage. Au premier abord, tout cela semble sain, mais selon Jung, la véritable question est, cette décision est-elle prise consciemment ou s'agit-il d'un mécanisme de défense d'un moi blessé? De même, rester n'est pas toujours synonyme d'amour. Rester peut parfois être une recherche d'approbation, parfois une peur de l'abandon, et parfois une façon de compenser un sentiment d'inadéquation. C'est pourquoi Jung indique une troisième voie à ce moment crucial, exister sans abandonner, sans se sacrifier. Cette attitude est possible en restant centré sur soi-même. L'autre personne peut être en proie à des troubles intérieurs non résolus. Leurs émotions peuvent être fluctuantes, leur comportement incohérent. Selon Jung, cela ne définit pas votre valeur. Si vous ne vous dévalorisez pas durant ce processus, si vous protégez vos limites et si vous préservez votre intégrité intérieure, vous n'avez pas renoncé. Vous ne vous êtes pas abandonné non plus. Cet équilibre est le point le plus difficile, mais aussi le plus puissant, de la maturité spirituelle. Car ici, on cesse de vouloir contrôler le résultat sans pour autant se couper de son essence. Jung décrit cet état comme la maîtrise de soi. La peur ne gouverne plus vos actions. Ni la peur de la perte, ni la menace de la solitude ne déterminent vos décisions. S'il y a de l'amour, vous ne vous diminuez pas pour le porter. S'il n'y a pas d'amour, vous ne vous reniez pas pour le retenir. À ce sommet, on réalise « Ma valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un reste ou parte ». Cette prise de conscience transforme radicalement l'équilibre des pouvoirs dans la relation. Car désormais, vous êtes au centre. L'autre personne le ressent. Il n'y a ni pression, ni exigence, ni manipulation. Il n'y a qu'un état d'être pur. Selon Jung, certaines personnes reviennent à ce stade, d'autres prennent leur distance. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de perte. Le résultat n'est pas forcément immédiat, car la personne sait désormais, quel que soit le résultat, je suis en harmonie avec moi-même. Selon Jung, ce contact procure le plus grand sentiment de sécurité qu'une personne puisse éprouver dans le monde extérieur. C'est pourquoi ce sommet n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ici, la personne apprend à se placer au centre et non la relation. Si l'amour s'épanouit en ce centre, il durera. Sinon, il se dissoudra naturellement. Dans les deux cas, la personne ne s'effondre pas, car elle n'a pas renoncé, mais elle n'a pas non plus renoncé à elle-même. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.